avril 2021, que ses problèmes de santé ont commencé et on attendait d'elle qu'elle soit là pour fêter ses 70 ans de règne. Elle l'a fait. Elle est apparue 2 fois au balcon. Ça a sans doute été très difficile pour elle. Elle a pris sur elle pour le faire, mais elle l'a fait. Elle a investi sa dernière première ministre en étant debout, pas de vidéo, mais que des photos, mais on sentait bien que ça n'allait pas très bien, mais elle a été là jusqu'au bout. Et rappelez-vous ce qu'elle avait dit pour ses 21 ans, le fameux discours fondateur, « Je resterai jusqu'à ma mort, que ma vie soit courte ou longue, ma vie sera dévolue à votre service ». Et elle l'a fait jusqu'au bout, sans faillir finalement. On vous sent très ému aussi, Sophie, d'apprendre comme nous, écoutez, en direct, le décès de la reine. Quand vous êtes journaliste royal, c'est votre matière première, c'est des gens que vous ne côtoyez pas, mais que vous connaissez presque autant que les membres de votre famille, parce que vous écrivez sur eux presque tous les jours. Donc effectivement, on sent que c'est une page d'histoire qu'on est en train de vivre en direct. Là, je vois des choses qui tombent. Donc elle serait décédée, elle est décédée, en tout cas c'est la famille royale des Windsor qui l'annonce. Donc le décès de la reine remonte bien à cet après-midi. Donc on comprend... On a attendu que la famille soit là avant de l'annoncer publiquement. On a attendu que la famille soit là, et puis on a surtout attendu que le protocole London Bridge is down soit mis en place, que la première ministre soit informée, que les membres d'État du Parlement britannique soient informés. Donc ce sont des choses qui prennent du temps. Donc on s'attendait bien à ce que le dernier souffle de la reine ne soit pas communiqué en direct. Et alors c'est très étonnant de voir ça noir sur blanc. The King and the Queen Consort. Donc Charles est déjà le roi et la Queen, la reine consort, resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Ça veut dire qu'il est automatiquement roi d'Angleterre. Voilà, la famille Windsor qui publie ça sur Instagram et sur Twitter. On parle déjà du roi et de la reine consort. Et voilà, et on apprend surtout qu'Élisabeth II est décédée cet après-midi. Beaucoup de gens se doutent de cette information-là, même si on ne pouvait pas l'annoncer officiellement, parce que c'est tellement énorme comme information que vous ne pouvez pas le dire tant qu'il n'y a pas une confirmation officielle. Mais on se rend compte qu'en coulisses, il y a tellement de choses qui se jouent qu'évidemment, il y a toujours un délai entre le décès et l'annonce officielle. Et on voit effectivement ces images des Britanniques qui se pressent devant le palais de Buckingham à Londres. Peut-être ne sont-ils pas encore tous au courant de cette information qui vient de tomber, mais je pense qu'en même temps, ils ont vu ce drapeau qui était mis en berne. Et donc, je crois que les choses sont claires. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les heures, dans les minutes peut-être qui viennent, Thomas ? Eh bien, en principe, selon la tradition, un communiqué sera affiché sur un chevet qui sera installé en principe devant Buckingham Palace. C'est une fameuse tradition, puisque c'est à l'ancienne que comme les lors choses des naissances des princes. Exactement. Donc les choses vont se faire comme ça, mais le drapeau a déjà tout dit. Je précise, sur les réseaux sociaux, il y a une belle photo qui passe du ciel au-dessus de Buckingham Palace. On ne le voit pas ici. Il y a un immense arc-en-ciel comme une sorte de merveilleuse conclusion d'une vie incroyable au service de son peuple. La photo est merveilleuse. Ensuite, 10 jours de deuil commenceront pour la famille royale et pour l'ensemble du peuple britannique. Le cercueil de la reine Elisabeth sera visible, en principe cercueil fermé, là-bas, au Royaume-Uni, durant 3 jours, et ce, 23 heures sur 24, pour les Britanniques. Et ils seront nombreux, vous l'imaginez, qui voudront se recueillir devant sa dépouille. Les funérailles devraient se tenir entre 8 à 10 jours après ce décès. Et puis surtout, le prince Charles, vous le disiez, le roi est mort, vive le roi, est déjà roi, effectivement. On ne sait pas s'il régnera sous le nom de Charles III ou de Georges VII. Et voici la photo officielle, Thomas, qui vient de nous parvenir, annonçant le décès de la reine Elisabeth II. Oui. Magnifique photo. Oui, effectivement. La photo de son couronnement en juin 53. Ouais. Oui. La boucle est bouclée, 70 ans, plus de 70 ans de règne, presque la même durée que le roi Louis XIV. C'est le 2e record mondial absolu. Ah oui. La reine d'Angleterre. Louis XIV, c'était 72 ans. Donc c'est presque le record mondial absolu. Et puis demain, Charles devrait s'exprimer à la BBC, comme le veut là aussi la tradition, pour faire son premier discours fondateur de souverain à 73 ans, il faut le rappeler. 70 ans de prince consort, de prince héritier, pardon, qui s'achève maintenant avec cette triste nouvelle. Mais j'avoue que c'est très troublant parce qu'on la pensait, je me répète, mais on la pensait vraiment immortelle. Le temps de reprendre nos esprits, de retourner bien sûr sur ce qui est en train de se passer en direct, vous le voyez à Londres. Je vous propose de revenir sur les faits marquants de la vie de la reine, son règne aussi. C'est une évocation signée Amélie Schild. Elle aura eu le règne le plus long de l'histoire britannique. Une reine digne,
avec un style inimitable. Ses tailleurs colorés, chapeaux assortis, resteront dans les mémoires. Elle disait vouloir être repérable de loin par respect pour la foule venue la saluer, comme ce jour où, chef des armées, elle passe les troupes en revue. Lilibet, comme on l'appelait, est née le 21 avril 1926, une enfance paisible dans une famille unie. À l'époque, elle n'est pas prédestinée à devenir reine d'Angleterre. Son destin bascule à l'âge de 10 ans, quand son oncle abdique. Le père d'Élisabeth, George VI, monte alors sur le trône, propulsant sa fille en tête de la ligne de succession à la couronne. À 21 ans, elle épouse Philippe Mountbatten, le prince de Grèce, avec qui elle aura 4 enfants. Quand Élisabeth a 26 ans, son père décède prématurément. Elle est couronnée reine du Royaume-Uni en 1953 lors d'une cérémonie religieuse spectaculaire à l'abbaye de Westminster. L'événement est suivi en direct par des millions de téléspectateurs. La monarque promet alors de consacrer sa vie au service des 54 nations du Commonwealth. Élisabeth II deviendra le symbole de l'unité nationale. Pendant presque 7 décennies, elle assiste à plusieurs crises constitutionnelles et voit se succéder 15 premiers ministres. Une reine discrète, dont le rôle consultatif l'empêche de donner son avis sur la politique. La souveraine, aussi chef de l'église anglicane, voyage, rencontre les dirigeants du monde entier quand elle ne passe pas ses vacances au domaine royal de Balmoral, où elle aime passer du temps en famille. Dans les années 90, Élisabeth II fait face à de virulentes critiques. Ses richesses personnelles sont pointées du doigt, tout comme son manque de réaction au décès de sa belle-fille, Diana Spencer. Des années plus tard, elle se trouve à nouveau dans une position inconfortable, quand son fils Andrew est accusé d'agression sexuelle sur mineurs, puis quand la famille royale est accusée de racisme par Meghan Markle, l'épouse de son petit-fils, Harry. Le couple finit par renoncer à ses obligations royales. La reine, elle, poursuivra ses missions officielles jusqu'au bout, refusant de céder la place à son fils, le prince Charles. Après plus de 73 ans de mariage, Élisabeth II doit apprendre à vivre sans son époux, le duc d'Édimbourg. Elle aura été une grand-mère proche de ses 8 petits-enfants, notamment du prince William, qui incarne désormais l'avenir de la monarchie pour de nombreux Britanniques. Retour avec nos invités sur ce plateau et cette image qu'on va découvrir à l'instant qui confirme effectivement officiellement le décès de la reine Élisabeth II. On l'évoquait il y a un instant, Thomas, c'est ce chevalet qui est placé devant, sur les grilles de Buckingham Palace et qui annonce le décès. Et qui annonce un décès paisible. La reine est morte paisiblement, nous annonce ce communiqué, dont on aura sans doute le texte dans un petit instant, mais c'est une tradition très ancrée. Là, je pense qu'on est, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si on n'est pas à Windsor, là. C'était la résidence préférée de la reine. D'accord, c'est à Windsor, effectivement. Oui. L'annonce vient de là parce que c'est le palais ancestral, hein, c'est le palais des souverains depuis près de 1000 ans. C'est là où peut-être la reine aurait aimé s'éteindre. Peut-être, même si Balmoral faisait partie de ses palais préférés. C'était le palais de la reine Victoria, c'est l'endroit où elle aimait vraiment vivre, passer ses vacances. Bon, voilà, on est vraiment dans une période... En fait, quelque part, Luc, il y a une certaine sérénité maintenant. D'abord parce que le communiqué est tombé. On le craignait. Je pense, Sophie, que l'on pensait peut-être qu'elle était déjà morte depuis longtemps. Il faut laisser d'abord passer la famille. Voilà. C'est normal. C'est d'abord un événement familial. C'est d'abord un événement privé. C'est bizarre de le dire comme ça. Mais c'est le cas. Et maintenant que les proches se sont recueillis sur sa dépouille, eh bien, le monde entier peut être au courant. Alix Battard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Alix. Bonsoir Luc. Vous étiez, vous aussi, à Londres pour le jubilé au mois de juin dernier. Jubilé, on l'a dit, hein, auquel elle a assez peu participé. J'imagine que l'annonce de son décès, pour vous qui avez suivi aussi cette actualité de près, c'est un choc ce soir. Oui, vraiment, une grande tristesse, je pense, pour tous ceux qui nous regardent, tous les Royal Watchers, enfin, le monde entier finalement. Tout le monde est attaché à la reine d'Angleterre. C'est vraiment une figure. En Angleterre, on dit souvent, tout le monde n'est pas royaliste, mais tout le monde aime la reine. Et c'est vrai, elle est une figure tellement maternelle de ce royaume, mais aussi de tous les pays du Commonwealth. Tout le monde est attaché à cette figure de la reine d'Angleterre, et il y a comme un grand sentiment de basculement dans le monde d'après, et je pense que tout le monde est traversé par cette tristesse. Alors il y a une distance journalistique, et en même temps, je pense qu'aujourd'hui tout le monde partage
ce sentiment de tristesse. Alors moi, c'est vrai, j'étais au mois de juin pour les festivités de ces 70 ans de règne, son jubilé de platine. Il y a eu 4 jours de festivités. À ce moment-là, les Anglais ont véritablement eu encore un moment de joie autour de leur reine. Et il y a véritablement eu des instants de communion. C'est vrai que la reine était peu présente. La reine était en retrait, mais il y a eu ces 2 apparitions au balcon qui ont permis aux Britanniques de véritablement remercier, communier avec leur reine. Et c'est formidable qu'elle ait tenu jusqu'à ce jubilé. Je pense que voilà, on savait qu'elle avait 96 ans. Pour beaucoup de Britanniques, il y avait cette idée qu'effectivement, c'était peut-être la dernière fois qu'ils la voyaient. Alors, c'était très joyeux, mais je me souviens très bien, devant ce balcon de Buckingham, sur cette place que l'on voit maintenant à l'image, noire de monde, il y avait ce sentiment vraiment quand même de ce moment historique où il y avait une forme de revoir, de joie, toujours ces apparitions au balcon qui sont teintées d'applaudissements, de moments très festifs. Et en même temps, moi, j'ai véritablement senti cet au revoir et ce remerciement du peuple britannique envers leur reine. Et c'est formidable qu'il y ait pu avoir ce moment-là. Il faisait magnifique à Londres, il y a eu 4 jours de fête et l'histoire s'est refermée presque sur ce week-end de jubilé. Le peuple a pu dire au revoir à sa reine, la reine a dit au revoir à son peuple. Elle était debout avec sa canne au balcon de Buckingham, comme elle l'a fait pendant 70 années de règne. Et l'histoire s'est refermée lors de ce week-end. Il y a pu avoir une vraie rencontre avec son peuple. Et ça, je pense que les Britanniques ont apprécié qu'elle ait tenu le coup jusqu'à ses 70 ans de règne. Maintenant, il est évident que le décès de son époux, le duc d'Édimbourg, en avril 2021, c'était son roc, c'était son pilier. On a parlé tout à l'heure de ce syndrome de glissement, c'est-à-dire qu'à partir de là, les problèmes de santé se sont accumulés. Exactement ça. Et finalement, je pense que dans la tristesse, tout le monde peut se dire aujourd'hui, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, elle a retrouvé son mari. Et à 96 ans, c'est la vie, c'est la suite logique des choses. Elle a eu un règne formidable, historique, le règne de tous les records. Elle a retrouvé son mari, mais comment la monarchie va se réinventer après 70 années avec la reine Elisabeth à sa tête, ça c'est vrai que l'histoire est à écrire. On va en reparler dans un instant. Voilà donc plusieurs mois déjà que les Britanniques s'inquiétaient pour leur reine. Elisabeth II avait déjà montré des premiers signes de faiblesse à l'automne 2021. Depuis, ses apparitions ont été très rares. On l'avait vue au balcon, vous l'avez dit, de Buckingham Palace pour son jubilé. Elle avait également reçu la nouvelle première ministre britannique mardi, mais elle avait par contre manqué le traditionnel discours du trône au mois de mai. Retour sur ces derniers mois avec Amélie Schilt. Elisabeth II, équipée d'une canne pour se déplacer. L'image fait trembler les Britanniques à l'automne 2021. La dernière fois que la reine avait eu besoin de pareils accessoires, c'était 17 ans plus tôt, suite à une opération du genou. Elisabeth II garde le sourire, mais ses sujets s'inquiètent d'autant plus qu'une semaine plus tard, elle passe une nuit à l'hôpital, la même où son époux Philippe a été pris en charge à la fin de sa vie. Quand elle regagne son château de Windsor le lendemain, c'est le soulagement. Ils ont de bons gènes dans sa famille. Sa mère est morte très âgée. C'est bon de savoir qu'elle est rentrée. On n'est jamais sûr en matière de santé, mais c'est bien qu'elle soit rentrée au château. Mais même remise, la reine est contrainte au repos par ses médecins. Quelques rares activités, la plupart du temps en vidéoconférence. Elle annule même sa présence à la COP26 en Écosse, forcée de participer via un simple message vidéo. I'm delighted to welcome you all to the 26th United Nations Climate Change Conference. Good morning. La reine ne le cache pas, elle a de plus en plus de mal à se déplacer. Well, as you can see, I can't move. Pour ne rien arranger, Elisabeth II contracte le Covid-19, de quoi l'affaiblir encore davantage. Désormais, ses sorties officielles seront sélectionnées avec le plus grand soin. Elle délègue une partie de ses activités à ses proches, présentés par la presse comme les 7 mercenaires. En première ligne, le prince Charles, censé lui succéder. Elisabeth garde en fait ses forces pour le moment qu'elle attend, son jubilé de platine, les célébrations de ses 70 ans de règne. Hélas, là encore, la nonagénaire est trop fatiguée pour pouvoir assister à tous les événements prévus. Elle manque notamment la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul.
mais trouve assez d'énergie pour lancer la cérémonie des flambeaux depuis son château de Windsor. La souveraine aura réussi à rejoindre Buckingham à 2 reprises pour saluer la foule depuis le balcon, entourée de sa famille. Depuis le jubilé, très peu d'apparitions officielles et des activités limitées, au minimum. Voilà, effectivement, pour ces problèmes de santé qui se sont cumulés ces derniers mois pour la reine Elisabeth II. Si vous venez de nous rejoindre, donc, on a appris tout à l'heure vers 19h32 officiellement le décès de la reine d'Angleterre à l'âge de 96 ans. Moment qui nous marque, Sophie Lagesse, on le disait tout à l'heure, quand on l'a appris en direct, effectivement, c'est un choc. Et les Britanniques, aujourd'hui, sont en deuil. On le voit sur ces images qu'on va découvrir ensemble de Buckingham Palace, des vues aériennes, je pense, les voici, de ce peuple qui se masse aux grilles du palais. Forcément, on imagine que dans les minutes, les heures qui viennent, il va y avoir beaucoup de monde sur place pour lui rendre hommage. Ce qui était déjà extrêmement étonnant, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de monde cet après-midi, alors que on avait juste eu un communiqué de presse comme quoi l'état de santé de la reine était inquiétant ou préoccupant. Et il y avait déjà des gens qui arrivaient avec des bouquets de fleurs. Bon, ça peut être des bouquets de fleurs de bon rétablissement, mais il y avait déjà beaucoup de monde devant Buckingham. Là, évidemment, on va s'attendre à des nuées, une masse de gens qui vont venir devant les grilles pour apporter leur hommage à Elisabeth. Même si le corps de la reine, il faut quand même le préciser, n'est pas à Buckingham, mais bien à Balmoral. Et que surtout, elle n'a plus été à Buckingham depuis des semaines. J'allais dire, pour les gens qui ne suivent pas la royauté de très près, ce qui est mon cas, ce n'est pas la résidence Buckingham Palace de la reine. C'était la résidence officielle jusqu'à il y a peu, mais sur les derniers mois de sa vie, elle avait officiellement déménagé à Windsor. Et d'ailleurs, on a vu les images de cette affiche officielle du décès qui a été affichée sur les grilles. C'était bien au château de Windsor. Et c'était devenu sa résidence officielle. C'était la résidence qu'elle préférait. D'ailleurs, la famille de William, Kate et les enfants ont déménagé il y a quelques semaines à Windsor pour être au plus près de la reine d'Angleterre. Donc Windsor était vraiment sa résidence, mais Balmoral en Écosse, château un peu austère en Écosse, mais qu'elle aime tant, est une résidence qu'elle apprécie particulièrement. Et c'est étonnant aussi, c'est que château des grands deuils à Balmoral, quand la princesse de Galles, quand Lady Di est morte, le 31 août 97, la reine était à Balmoral. Et souvenez-vous de ces images aussi de fleurs. Des fleurs, il y en a eu partout. Il y en aura à Buckingham, il y en aura aussi devant le château de Windsor, et il y en aura en Écosse. La monarchie britannique est pourvue de beaucoup de châteaux, et sur toutes ces résidences, il y aura des signes d'hommage. Et alors que vous venez de découvrir en direct cette image du 10 Downing Street, la résidence de la première ministre désormais, qui devrait s'exprimer, c'est ce qui est prévu effectivement dans le protocole, qui va annoncer officiellement à la nation, au monde entier, le décès de la reine. Elle commence son mandat sur les chapeaux de roue. Effectivement. Oui, commencer en tant que première ministre de Grande-Bretagne à gérer le décès le plus redouté du pays, celui de la reine, elle va devoir faire ses preuves très vite. Et effectivement, c'est elle qui va devoir prendre la parole, même s'il y a eu un communiqué officiel, même si ça a été affiché sur les portes du château de Windsor, c'est elle qui verbalement doit annoncer... Ce genre de discours a été préparé aussi à l'avance. Tout est codifié. Tout est codifié. Et c'est pour ça, on en parlait, on apprend maintenant, on n'a pas l'heure exacte du décès de la reine. C'est arrivé cet après-midi, on l'apprend ce soir. Vous voyez la belle affichette, parce que les Anglais font tout dans les règles de l'art, qui a été encadrée avec un beau passe-partout, avec les armoiries royales sur la porte du château de Windsor. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Donc voilà, il fallait le temps de préparer toutes ces choses-là, que la première ministre répète son texte, qui était déjà préparé en amont, et plus que probablement déjà validé par la reine elle-même, qui avait validé toutes les étapes. C'est ça, il faut rappeler qu'effectivement, la reine, de son vivant, a préparé, entre guillemets, et le protocole lors de son décès, et même ses funérailles. Souvenez-vous, les funérailles d'Édimbourg, c'était dans un contexte particulier, parce que c'était en temps de Covid. Donc il a fallu un peu adapter, il y avait peu de monde, voilà, c'était un peu inédit, mais au final, tous les détails de cette cérémonie avaient été validés par le duc d'Édimbourg de son vivant. Donc quand on est reine d'Angleterre,
d'Angleterre. Il n'y a pas de tabou autour de sa mort. Je pense que les moindres détails ont été validés. Rien n'est improvisé. Rien n'est improvisé. Tout ce à quoi on est en train d'assister était déjà répété. C'est le déroulement logique de dans ce fameux protocole London Bridge is down. Tout est codifié dans les moindres détails, presque à la minute près. Donc ce à quoi on assiste est vraiment aujourd'hui l'exécution de quelque chose qui était déjà prêt depuis des années. Et certainement, on le répète, la reine y a participé, y a certainement ajouté des petites touche peut-être à elle que l'on découvrira au fil des jours, parce que maintenant c'est le premier jour, mais on va assister à ce protocole était 10 jours de quelque deuil. part. Ce protocole, on ne le connaît pas avec précision. Il peut y avoir des surprises. Il a été diffusé il y a un an dans les médias. London Bridge a été diffusé, c'est une fuite. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre a été extrêmement attristée que le plan London Bridge fuite dans les médias. Et donc, il y avait certains éléments de ces funérailles et des jours qui vont suivre qui ont été révélés au grand public. On ne sait pas évidemment la fuite d'où elle vient, mais pourtant, c'est un des dossiers les plus secrets d'État de Grande-Bretagne. Et il s'est murmuré, évidemment on n'a jamais accès au vrai dire de la reine, qu'elle avait été extrêmement attristée que les détails justement qu'elle avait mis en œuvre pour ses funérailles soient déjà divulgués au grand public. Et en même temps, il y a une forme de répétition parce que c'est une monarchie ancestrale et à chaque fois, évidemment, on n'a plus assisté à un décès d'un roi ou d'une reine d'Angleterre depuis 70 ans, mais c'est quelque part aussi la répétition de ce qui a déjà eu lieu pour son père, ce qui a déjà eu lieu pour son grand-père. Donc, voilà, on va assister dans les jours à venir à vraiment la répétition d'un protocole ancestral d'une monarchie britannique jusqu'au couronnement du roi Charles. Il faudra veiller à ne pas faire trop de comparaisons et on aura forcément la tentation de le faire avec le décès de Diana. Le décès de Diana était tout à fait imprévu. Le protocole d'ailleurs des funérailles de Diana était le protocole des funérailles de la maman d'Elisabeth II, de la Queen Mum, qui avait d'ailleurs dit « elle m'a volé mes funérailles ». Ce qui précise aussi ce que vous disiez Alix, effectivement ça confirme que chacun prépare ses funérailles et qu'il n'y a pas de tabou autour de ça, en effet, sauf quand c'est divulgué. Mais il faudra faire attention à ne pas faire de comparaison. L'émotion populaire n'est pas la même. Ici, elle sera bien sûr très importante, mais sans doute tempérée par le fait qu'il fallait bien s'y attendre. C'est une dame de 96 ans qui nous quitte. Le choc est moins grand, quelque part, paradoxalement. Il était davantage attendu. Et puis encore une fois, je crois que la reine Elisabeth a très proprement et merveilleusement bien refermé son siècle. Oui. Parce que c'est un siècle. Avec ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire la cérémonie de ses 70 ans, les festivités. C'est un règne accompli. C'est un règne complètement accompli. Elle a même intronisé, si j'ose dire, la nouvelle première ministre. Elle a fait le job jusqu'au bout. Imaginez qu'il y a 48 heures, elle serrait la main d'Elisabeth Truss, de Liz Truss, qui sera sans doute pour toujours la dernière personne ayant serré la main de la reine. À peine connue la reine, finalement, même pas 48 heures. Elle a dû s'entretenir 10 minutes avec elle et finalement, elle va avoir la lumière pour toutes ces périodes de funérailles. La nouvelle du décès de la reine Elisabeth doit bouleverser sans doute notre famille royale. Les deux familles sont des cousins éloignés. Elisabeth et nos souverains entretenaient d'ailleurs des relations très cordiales, même si cela n'a pas toujours été le cas dans les générations précédentes. Retour sur les liens entre les deux familles royales avec Amélie Shields et Nicolas Foulon. Pour trouver les liens entre la famille royale britannique et la nôtre, il suffit de remonter l'arbre généalogique d'Élisabeth II, jusqu'à son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Elle a épousé son cousin germain, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Et si on regarde encore plus haut, elle est aussi la nièce du premier roi des Belges, puisque la mère de Victoria est la sœur de Léopold Ier. C'était des Saxe-Cobourg aussi, même si on sait qu'ils sont devenus Windsor. Au moment de la Première Guerre mondiale, ils ont changé de nom car il y avait une connotation évidemment trop pro-allemande dans le nom Saxe-Cobourg-Gotha. Les liens entre nos deux royaumes ont failli être encore plus étroits, puisque Léopold Ier, avant de devenir roi des Belges, épouse Charlotte, l'héritière du trône britannique. Un an plus tard, elle perd la vie en donnant naissance à un fils mort-né. Sans ce destin tragique, Léopold serait devenu prince consort d'Angleterre. Les deux familles sont restées assez proches très longtemps. C'est Victoria qui a aidé Léopold II à trouver sa femme pour l'épouser et avoir donc une descendance. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, de premières tensions viennent compliquer les relations entre les familles britanniques et belges.
Le roi George VI va critiquer l'attitude du roi Léopold III. Il va être d'ailleurs favorable à son abdication et le roi Léopold III va d'ailleurs abdiquer. Et Baudouin, quelque part, qui a remplacé son père, en a voulu aux Anglais parce qu'il estimait lui-même qu'il usurpait le trône de son père. Le jeune roi Baudouin en veut tellement aux Anglais pour leur critique qu'il va refuser de se rendre aux funérailles de George VI et se fait remplacer par son frère, le prince Albert. Là, on sent bien que la rupture est un peu consommée. Ça va se raccommoder par la suite. Plusieurs visites d'État en témoignent. En 1963, le roi Baudouin et la reine Fabiola sont invités à Londres. En retour, 3 ans plus tard, c'est Élisabeth II qui est reçue au château d'Argenteuil. Et là, c'est la réconciliation entre même la reine Élisabeth et le roi Léopold III lui-même, et donc la réconciliation très claire entre les deux familles. La reine d'Angleterre n'est pas rancunière. Quand le roi Baudouin est enterré le 7 août 1993, Élisabeth II tient à être présente. Elle montre ainsi que les querelles du passé sont définitivement oubliées. C'est la seule fois qu'elle s'est rendue aux funérailles d'un chef d'État, d'un monarque étranger. Et on sait que la reine Élisabeth avait une haute estime pour la personnalité en fait, du roi Baudouin, pour l'autorité morale qu'il représentait. Par la suite, la reine Élisabeth entretiendra des relations tout aussi cordiales avec le roi Albert II, puis le roi Philippe. Nos souverains avaient tenu à se rendre à Londres pour honorer la mémoire du duc d'Édimbourg, 1 an après sa mort. Leur façon de montrer leur soutien à Élisabeth II. Voilà donc pour les liens entre les familles royales britanniques et belges, ce qui veut dire que pour les funérailles, on l'imagine, forcément nos souverains feront le déplacement. Oui, il y a de fortes chances. Ce sont tous les niveaux les plus élevés de chaque pays qui seront évidemment invités. Les équivalents, ce sont les rois, les reines, les souverains de chaque pays en principe. Ça va être effectivement une cérémonie très importante. On est hors Covid, les choses ont changé. Là non plus, on peut pas faire de comparatif, vous le disiez Alix, avec les funérailles du prince Philippe. Donc ça va être sans doute une très importante cérémonie à Westminster, avec, il faut le rappeler, des chants, des textes qui ont été intégralement choisis par la reine Élisabeth. Et tout ça, effectivement, avec des chefs d'État du monde entier, on peut s'attendre à ce que tout le monde soit présent. Le monde entier, je pense que rarement dans l'histoire des funérailles vont pouvoir rassembler autant de chefs d'État, autant de têtes couronnées. Parfois, quand il y a des décès dans d'autres monarchies, les monarchies envoient pas toujours le roi et la reine, mais les princes héritiers ou des niveaux inférieur dans l'ordre protocolaire. Mais pas dans ce cas. Dans le cas du décès de la reine d'Angleterre, j'ose imaginer que toutes les monarchies du monde, en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, Luxembourg, en Belgique, toutes les monarchies du monde vont envoyer le roi et la reine. Au Danemark, en Norvège, ça me semble assez évident. Et ensuite, tous les présidents du monde entier vont aussi faire le déplacement. C'est rare, je pense, qu'il y ait un événement mondial qui va attirer autant de personnalités de haut rang. Et c'est clair que ce 8 septembre aura clairement marqué l'histoire. C'est aussi le début du règne, on le disait, du nouveau roi d'Angleterre, Charles. Est-ce qu'il va garder ce nom de Charles? On ne sait pas encore. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il pourrait se faire appeler Charles III, mais au Royaume-Uni, il y a comme une malédiction qui règne sur les différents rois qui s'appelaient Charles. Donc, Charles III n'est peut-être pas de bon augure. Il pourrait utiliser un autre de ses prénoms. Pourquoi pas utiliser, par exemple, le prénom Georges? C'est l'un de ses prénoms, et c'est surtout le prénom du papa d'Élisabeth II. Ce pourrait être un hommage, Georges VII, du coup, Georges VII, un hommage aussi à Élisabeth qui adulait son papa, qui l'adorait véritablement. Il pourrait très bien s'appeler le roi Louis, par exemple, c'est ce qu'on dit aussi, James. On en parle également. Donc, ce nom de souverain, il va très vite le choisir. Je pense qu'on sera très... Il l'a déjà choisi. Il n'est pas question, comme certains l'ont évoqué par le passé, qu'il passe la main directement à son fils, William. Alors, il pourrait le faire. Il pourrait, théoriquement, mais je pense que cette perspective a assez vite été balayée par la reine elle-même, il y a quelques mois, préparant à nouveau sa succession. Oui, préparant sa succession, elle avait diffusé un communiqué dans le cadre de ses 70 ans de règne, en annonçant que son successeur serait le prince Charles. Et aussi, elle avait fait une annonce assez qui clarifiait les choses. Elle avait indiqué que Camilla allait devenir la reine consort. Vous savez que Camilla, elle a été vraiment très longtemps la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Elle n'a jamais porté le titre de princesse la rivale de Diana. Voilà, elle n'a jamais porté le titre de princesse de Galles parce que ce titre était tellement assimilé à la princesse Diana. Et
quand elle a épousé le prince Charles, à ce moment-là, il avait été dit qu'elle ne deviendrait jamais reine. Mais les années ont passé. La princesse Diana est décédée il y a 25 ans. Entre-temps, Charles et Camilla se sont mariés. C'est un couple qui s'aime depuis plus de 40 ans. Et Camilla, il faut le dire, a vraiment donné de sa personne pour cette monarchie britannique. Elle a été adoptée par les Britanniques. Je ne pourrais pas vraiment dire. Je pense que les Britanniques, pour eux, elle est toujours celle qui a remplacé la princesse Diana, mais elle s'est rendue aimable, elle s'est rendue sympathique, elle a mouillé sa chemise, elle est allée sur le terrain, elle a fait des dizaines et des dizaines d'activités avec ses touches d'humour, avec ce flegme britannique. Et il faut se rendre à l'évidence, Charles et Camilla, ils s'aiment. C'est un couple solide, malgré ce qui s'est passé, leur ménage à trois et tout ça. C'est un couple qui s'aime. Et c'est un couple qui va monter sur le trône parce que la reine Elisabeth avait clarifié les choses il y a quelques mois en disant « Camilla deviendra la reine consort ». Donc, selon moi, Charles va monter sur le trône. Je pense que l'option de passer la main à William est vraiment écartée. Ça aurait été peut-être envisageable si la reine tenait encore le coup comme la Queen Mum est décédée à 102 ans. Peut-être là, Charles allait vraiment... Parce que Charles, il faut le rappeler, il a plus de 70 ans. 73. 73 ans. 73 ans. Mais je pense qu'il a encore des années... Il a envie de monter sur le trône. Il a quelques années à prester comme roi. C'est un rôle qu'il attend depuis des années, si pas des décennies. Il est né pour régner, il a été éduqué pour régner. Il s'y prépare depuis longtemps. Il est prêt, donc, il est prêt. Donc, quelle frustration si vous deviez passer la main à votre fils pour X ou Y raison. Charles a tout fait pour devenir roi. Il s'y est préparé. Sa mère l'a préparé à ce rôle-là. Et la reine n'a jamais émis le souhait que la couronne passe directement sur la tête de William. Oui, et dans tous les événements récents de ces derniers mois, on a bien vu que c'est le prince Charles était mis en avant. qu'elle a mis en avant. Très, très fort. Voilà. William était présent et incarnait le futur de la monarchie. C'est la génération suivante. Complètement, mais le prince Charles était celui qui allait succéder à la reine. Je pense que cette question n'est pas vraiment sur la table aujourd'hui. Il paraît comme évident que le prince Charles va monter sur le trône. D'autant plus on aurait dû passer par une abdication. Le mot abdication au Royaume-Uni est un véritable tabou, ce qui n'est pas le cas dans nos monarchies à nous, mais là-bas c'est impossible. Donc imaginez, le roi monte sur le trône, le roi Charles monte sur le trône, il abdique au profit de son fils, qui est un jeune papa avec des enfants petits, ce serait reproduire une erreur qu'Élisabeth a sans doute voulu éviter, parce que quand elle était jeune reine, elle avait des enfants, donc, en l'occurrence Charles et sa sœur Anne, très petits, elle a raté leur éducation. Donc vous imaginez, ce serait un très mauvais service rendu à la nation et rendu au prince William, jeune papa. Si ce désir avait été là, je pense que tout s'est fait tellement en transparence que si ce désir avait été là, je pense que quelque part, il aurait déjà été annoncé presque du vivant de la reine, pour que la transition se fasse en douceur. Je pense qu'ici, il y a vraiment une transition dans l'ordre établi, dans l'ordre hiérarchique des choses, et Charles, indubitablement, va monter sur le trône. Et puis, il n'y a surtout aucune raison valable pour que Charles ne soit pas roi. Oui. Président des États-Unis en plus de 73 ans et assume encore la tâche de président des États-Unis, je pense que le prince Charles a la santé suffisante pour monter sur le trône d'Angleterre. La reine Elisabeth II a affronté, on l'a dit, de nombreuses crises politiques, sociales, personnelles. À la fin de sa vie, elle a dû faire face à des coups durs familiaux, comme le décès de son mari, le prince Philippe, l'année dernière. Mais face aux polémiques, elle a toujours donné l'image d'une souveraine qui tient bon. Amélie Schilt avec Nicolas Foulan. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Le credo de la reine Elisabeth, qui reste digne même quand sa propre famille se retrouve au cœur du scandale. Quand le prince Andrew se voit empêtré dans l'affaire Epstein, accusé d'avoir abusé de jeunes femmes, c'est un tremblement de terre pour la reine. C'est un scandale innommable, sans précédent. Quelle tâche pour la famille royale. Ce fils, que l'on dit avoir une relation privilégiée avec sa mère, se retrouve soudain privé de toutes ses fonctions officielles. Mais Elisabeth ne va pas le renier pour autant. Peut-être qu'elle a voulu le punir publiquement pour les faits qu'il a pu commettre, mais ça reste son fils. Elle continue à l'entretenir. Elle lui a prêté un logement somptueux, le Royal Lodge, et elle continue à payer pour lui, pour toutes ses dépenses. Un autre événement va donner bien du souci à la souveraine nonagénaire. En janvier 2020, Harry et Meghan annoncent sur Instagram vouloir se retirer de la vie publique. Réunion d'urgence à Sandringham où se trouve la reine. Elle doit à la fois gérer la crise,
mais aussi réorganiser ses équipes. Quand Meghan et Harry sont partis aux États-Unis, la reine a perdu 2 représentants qui en plus étaient fortement appréciés par la population, qui attisaient les regards, qui faisaient bouger les foules. Leur relation se corse encore davantage quand les ducs de Sussex accordent une interview à Oprah Winfrey et accusent Buckingham, entre autres, de racisme. I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent. Et là, vous avez des membres de la famille royale qui eux-mêmes balancent et crachent dans la soupe. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça a été presque une gifle donnée à la reine. Et on se doute qu'il y a eu un avant et un après pour la reine et son petit-fils, et qu'on ne peut pas avoir des relations avec son petit-fils de la même manière quand il a tenu de tels propos face caméra devant des millions de téléspectateurs. Le prince Harry était pourtant si proche de sa grand-mère avant son mariage avec Meghan Markle. Comme pour faire amende honorable, il décide finalement de prénommer son 2e enfant Lilibet, le surnom d'Elisabeth. Mais la reine devra attendre le 1er anniversaire de la fillette pour pouvoir enfin la rencontrer. Et comme le prévoit le protocole, la première ministre Liz Truss vient de prendre la parole. Je vous propose de l'écouter. Qui a été prévu, écrit préalablement au décès de la reine Elisabeth II. Nous sommes tous dévastés par les nouvelles de la mort de la reine. C'est un énorme choc pour notre nation. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. La reine Elisabeth II était un roc pour notre nation. Notre nation a grandi et s'est épanouie grâce à elle. Si c'est un pays aussi important aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a réussi à développer le Commonwealth. Spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. C'est une réussite énorme d'avoir réussi pendant ces 70 ans à régner avec autant de dignité. En retour, elle était aimée et admirée par tous les Britanniques et partout dans le monde. Pour moi, elle a été une réelle inspiration. Sa dévotion au devoir est un exemple. Et même à 96 ans, cette semaine, elle a réussi à maintenir son devoir en me recevant pour être nouvelle première ministre. Elle a impacté les vies de millions de personnes à travers le monde. Malgré les jours difficiles qui nous attendent, nous resterons unis au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Nous célébrons leur vie incroyable de service. C'est un jour de grande perte. Mais la reine Elisabeth II laisse un héritage incroyable. Et je salue notre nouveau monarque, le roi Charles. And as we mourn, we must come together as a people to support him. Nous devons nous rassembler en tant que peuple pour le supporter, pour le soutenir. Nous lui offrons notre loyauté et notre dévotion, comme sa mère l'avait fait. Nous entrons dans une nouvelle ère pour l'histoire magnifique de notre pays. Que Dieu préserve le roi.
Voilà, une phrase très symbolique, God save the king, puisqu'il s'agira effectivement d'un roi d'Angleterre désormais. Et d'ailleurs, on a entendu le nom, on se posait la question tout à l'heure, Thomas, ce sera bien Charles III. Oui. Un hommage émouvant, préécrit, on l'avait dit, mais très émouvant évidemment dans ces heures sombres que vit l'Angleterre aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et vous imaginez, en plus pour cette nouvelle première ministre, le moment terrible qu'elle est en train de vivre, fondateur aussi d'une nouvelle ère, effectivement, l'ère du roi Charles, qui s'est déjà exprimé, qui a envoyé un communiqué en tout cas, en disant la mort de ma bien-aimée maman, Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et pour tous les membres de ma famille. Nous vivons profondément le décès d'une souveraine adorée, d'une maman aimée. Je me rends compte que sa perte va profondément meurtrir le pays, mais aussi l'ensemble du Commonwealth, parce qu'il ne faut pas oublier que la reine était aussi la reine de 53 pays, le Commonwealth. Durant cette période de deuil, ma famille et moi, nous porterons tout ce que nous pouvons porter à votre connaissance, et nous demandons le respect et l'affection profonde que la reine mérite d'avoir. Voilà pour le communiqué du roi Charles, nouveau roi du Royaume-Uni. Sophie, on a aussi quelques informations qui arrivent au compte-gouttes ce soir sur le décès proprement dit. Oui, alors exactement. Donc on vous a déjà parlé de l'opération London Bridge, donc qui prévoit tous les détails. C'était le nom de code de l'opération. Voilà, qui prévoit tous les détails du décès de la reine, tout ce qui suivra après. Et là, on apprend qu'au fait, il y a un autre nom de code qui est l'opération Licorne, et c'est l'opération qui vient d'être mise en place. La reine étant décédée en Écosse, et la licorne est le symbole de l'Écosse. Donc il y avait vraiment tout qui était prévu jusqu'à l'endroit de son décès, et en fonction de l'endroit du décès de la reine, il y avait tout un plan qui en découlait. Donc là, on est à l'opération Licorne. On apprend qu'on pensait que son corps serait exposé à Buckingham ou à Windsor. Là, on apprend que ce sera finalement dans le château d'Édimbourg. Donc, c'est le château d'Holyrood House, qui est le château royal écossais, et que donc c'est là où la dépouille de la reine va être conduite dans les heures qui viennent. Donc, précisons que ce n'est pas Balmoral, ce n'est pas le château où la reine est décédée, qui est sa résidence privée. Son corps sa dépouille va être déplacée dans un autre château qui est vraiment au cœur d'Édimbourg et qui est la résidence là officiel, le palais elle y officiel. Restera jusqu'aux funérailles. Alors ça, c'est pas tout à fait. Ou est-ce qu'elle sera ramenée à Londres? À la cathédrale, à Édimbourg ou à Londres. Voilà. Alors, le corps sera transporté ensuite à Londres à bord d'un train royal. À bord d'un train royal. Oui. Et sans que l'on sache encore pour l'instant combien de jours il va rester véritablement en Écosse. Donc sa dépouille, et les Britanniques vont pouvoir se recueillir auprès de sa dépouille en Écosse. C'est un deuil que l'on vole un peu aux Londoniens, mais c'est les Écossais qui vont pouvoir en première ligne se recueillir devant leur reine. Après, l'Écosse est une partie du Royaume-Uni très monarchiste. Et finalement, c'est eux qui vont être aux premières loges pour pouvoir avoir un recueillement direct sur la dépouille de la reine. Et ensuite, cette dépouille va être transportée en train, à bord du train royal, jusqu'à Londres. Ça n'est pas précisé si à Londres, à nouveau, les Londoniens pourront, et les Britanniques plus largement, pourront se recueillir autour de sa dépouille. Ça n'est pas sûr. C'est une dernière jolie pirouette de la reine Elisabeth II, cela dit, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on lui avait un petit peu volé quelque part sa mort en annonçant l'opération London Bridge is down. Là, c'est une autre opération. C'est un petit clin d'œil. Vous ne me volerez pas ma mort et je peux encore vous surprendre, même après. Je trouve ça plutôt touchant. Finalement. Petites infos aussi supplémentaires. Les funérailles sont censées, et ça on le savait, avoir lieu une dizaine de jours après le décès. Donc ça nous reporte au week-end prochain. Voilà, effectivement, cette durée, ce laps de temps va être respecté. On ne connaît pas encore la date officielle, mais là, il est certain que ces funérailles auront lieu à Londres, dans la cathédrale de Westminster. Frédéric de Natal est également avec nous en direct. Bonsoir, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Dynasty. Merci d'être avec nous. J'imagine que pour vous, comme pour tous ceux qui suivent cette actualité, mais je dirais même plus largement pour nous tous, parce que nous avons tous grandi avec la reine Elisabeth II, ce décès ce soir, c'est tout simplement un choc. Oui, naturellement. Alors, on y était préparé depuis un petit moment. La reine d'Angleterre montrait quand même quelques signes de faiblesse au niveau de son état de santé. Et après, vous savez, je pense que je suis un peu comme tout le monde. J'ose espérer qu'elle serait immortelle, tout en sachant que l'inéluctable pouvait arriver.
Ce soir, nous pleurons certainement le décès d'une grande femme, d'une icône internationale, d'une monarque, d'un chef d'État, d'une grand-mère, d'une mère également. Elle était entrée dans nos cœurs, au même titre que le reste des autres membres de la famille royale. Oui, je suis plutôt attristé et je vous avouerai que je me bats pour ne pas verser quelques larmes, tellement ce décès me touche énormément à titre personnel. Ouais, effectivement, et on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure dans le discours de la Première ministre, Liz Truss, ce sera donc Charles III qui lui succède. Ce sont deux règnes qui risquent d'être fort différents, vous pensez ? Alors, totalement. Déjà, Elisabeth II a incarné toute sa vie, pendant 70 ans, une certaine idée de l'Angleterre, une idée de l'Empire. Elle a traversé les soubresauts du XXe siècle. Ça a été très compliqué pour elle. Elle avait juré de défendre l'Empire. L'Empire est tombé. Il ne reste plus que le Commonwealth qui tend à vouloir, sur certains pays, se séparer d'elle. Et c'est ça que va devoir affronter aujourd'hui le roi Charles III d'Angleterre, et apporter sa nouvelle patte à la monarchie. On sait que c'est un souverain qui va être très moderne, qui est très porté sur la cause environnementale, qui n'était pas forcément le dada de la reine Elisabeth II. Il va certainement conduire à des réformes, notamment au sein de la monarchie, puisqu'il est question de restreindre un petit peu le cercle privé qu'il y a autour du monarque, et qui se concentrerait uniquement sur certains personnages comme William, Édouard de Wessex ou encore la princesse Anne. Je pense que oui, il va changer considérablement. Mais la tâche va être compliquée pour lui. Passer après Elisabeth II, c'est très complexe. Quand elle a toujours été là, parmi des générations de Britanniques, même des générations d'Européens, j'oserais dire, la tâche va être immense. Il va falloir qu'il affronte certainement l'attente des Britanniques, qui se posent beaucoup de questions. Vous savez, Charles est un membre de la famille royale qui a pas toujours été très aimé. On lui reprochait un petit peu son franc-parler, un petit peu direct, ses prises de position un petit peu trop publiques, quand sa mère a toujours été en retrait. De manière générale, never explain, never complain, comme vous l'avez si bien dit sur vos ondes déjà. Il n'est pas forcément sûr que Charles pourra autant se retenir. Donc oui, il faut s'attendre certainement à un profond changement de monarchie qui va être très compliqué, et il va falloir qu'il fasse ses preuves. Merci beaucoup Frédéric de Natal d'avoir été en direct ce soir avec nous. Après 70 ans de règne, Elisabeth II était, on l'a dit, au sommet de sa popularité. Il faut dire que son parcours n'a été perturbé que par quelques rares faux pas, mais elle a toujours tout fait pour rectifier le tir. L'épisode qui lui a été le plus reproché date, vous vous en souvenez, de la mort de la princesse Diana. C'était il y a tout juste 25 ans. Son trop long silence avait été mal vécu par la population. Amélie Schilt avec Nicolas Foulon. En plein été 1997, l'accident mortel de la princesse Diana dans le tunnel du pont de l'Alma est un bouleversement, et bien au-delà des frontières britanniques. Pourtant, la reine Elisabeth reste recluse à Balmoral. Les Anglais ne comprennent pas pourquoi leur souveraine reste invisible et la soupçonnent de ne pas partager leur douleur. Si la reine est absente, on dit que c'est parce qu'elle voulait protéger ses petits-enfants, entre autres, et se concentrer d'abord sur la famille. Lorsqu'on connaît un petit peu son caractère, ou lorsqu'on voit la manière dont elle évolue et dont elle pense, c'était assez naturel chez elle. L'idée était de préserver l'intimité, l'idée était de ne jamais montrer ses sentiments. Elle n'a pas mesuré l'ampleur de l'amour que les Britanniques portaient à Lady Di. Elle n'a pas mesuré l'ampleur du choc et de la tristesse que son décès brutal allait provoquer. 6 jours après la mort de Diana, Elisabeth II vient finalement se recueillir devant l'immense parterre de fleurs installé devant les grilles de Buckingham. Et il a fallu l'intervention de Tony Blair, il a fallu l'intervention du conseiller en communication de Tony Blair, Alastair Campbell, pour la faire réagir, pour la pousser, même son entourage également. Elle a eu énormément de mal, ça a été extrêmement compliqué pour elle. La reine essaie de rattraper son erreur de communication en prenant la parole à la télévision. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Les Britanniques ont été assez rancuniers et ils n'ont pas pardonné tout de suite à la reine d'Angleterre d'avoir mis autant de temps avant de réagir après le décès de la princesse Diana. Ça a été extrêmement long, malgré les efforts qu'elle a fournis, malgré les efforts du prince Charles également, qui s'est montré très proche de ses enfants dans les mois qui ont suivi la disparition de leur mère.
Si Elisabeth II revient petit à petit dans le cœur de ses sujets, c'est aussi pour son image de grand-mère sympathique, proche de ses petits-enfants, qui n'hésite plus à tomber le masque. Une reine de plus en plus souriante lors de ses apparitions en public. Une reine qui a effectivement traversé pas mal d'orages pendant 70 ans de règne. Thomas, effectivement, il y en a eu beaucoup. Et elle est toujours restée là, en place. Elle a rectifié le tir, comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait, Luc. Elle a appris à apprendre de ses erreurs. Rien que l'épisode Diana, ça a été flagrant. Vous le disiez, Alix. Trop long silence. Eh oui, ce long silence. Et puis cette pirouette, encore une, de ce discours devant la population. Et puis le moment fondateur de tout cela, c'est quand elle sort de Buckingham et qu'elle se rend pour aller avec son époux voir le monceau de fleurs, cet océan de fleurs devant Buckingham. Elle est persuadée que les gens vont encore lui en vouloir une semaine après. Et à un moment, elle reçoit des fleurs d'une dame dans l'assistance et elle lui dit « Je vais aller les déposer, c'est pour Diana ». Et la dame lui a dit « Non, c'est pour vous, Majesté ». Et là, elle s'est rendue compte qu'elle avait gagné le combat. Ce combat qui était que Élisabeth est là, elle a fait une erreur, elle l'a admis, et elle a parlé en tant que grand-mère. Est-ce que c'était de sa propre initiative? Est-ce qu'on sait si elle était par contre très bien conseillée? Quelle était finalement son implication dans des actes comme cela? Le problème, c'est qu'on n'a que des on-dit, on n'a pas accès directement à l'information. Voilà, la reine d'Angleterre, il y a plein de choses qui ont été mises dans sa bouche par des sources anonymes qui sont citées par les tabloïds ou la presse anglaise, qui payent parfois très cher et vilain des proches du palais ou des membres du personnel pour avoir des informations. Mais la reine s'exprimer elle-même, c'est du jamais vu. On a beaucoup dit qu'au moment du décès de Diana, elle ne s'était pas exprimée parce que Harry et William étaient petits et étaient à Balmoral à ce moment-là en Écosse. Et on a beaucoup dit que la reine, sa priorité, c'était de s'occuper de ses petits-fils qui venaient de perdre leur mère et que sa priorité, c'était les entourer. Mais elle a à ce point voulu les protéger, les entourer et être présente pour ses petits-enfants que ça l'a éloignée du peuple à ce moment-là et que 10 jours après, elle s'est rendue compte qu'elle s'était coupée de l'émotion populaire. Et puis, comme Thomas vient d'évoquer, elle a corrigé le tir. Il y a certains biographes qui disent qu'au fait, elle n'a pas pris la mesure du chagrin du peuple et que ça a été peut-être la plus grosse erreur de son règne, c'est justement de ne pas s'être manifestée plus tôt, et que c'est un de ses conseillers, justement, qui aurait dit « Majesté, il est peut-être temps que vous manifestiez. » Alors qu'on voit ici, effectivement, des Britanniques qui viennent déposer des fleurs. Je ne sais pas, je vous laisse juger l'endroit d'où proviennent ces images. Je ne sais pas si on est à Windsor. Comme ça, c'est le cadrage est tellement serré que c'est impossible de dire. Mais c'est le genre de scène qu'on doit pouvoir effectivement voir un peu partout, et en tout cas dans les différentes résidences et les lieux liés à la monarchie. C'est à Buckingham Palace, me dit-on, à Londres, donc, où nous rejoindrons dans un instant notre envoyé spécial. Je reviens effectivement sur cette... Effectivement, on est sur le côté, et on voit au bout les grilles du palais. Reine qui a commis des erreurs, parfois des maladresses, des erreurs de jugement. Est-ce qu'elle était proche du peuple? Vous dites à un moment donné, elle n'a peut-être pas compris justement que le peuple attendait autre chose d'elle. Est-ce que c'était quelqu'un qui était proche ou pas? Mais c'est toute la difficulté, c'est que dès le départ, dès le début de son règne, elle a entre guillemets copié-collé l'attitude de son propre père, le roi George VI, qui avait effectivement une épouse qui était plutôt proche du peuple, qui avait beaucoup d'associations, mais c'était un roi assez distant. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Il avait des difficultés de bégaiement. Il avait du mal à s'exprimer en public, et puis surtout, il avait peur de la foule. Donc, il était plutôt distant. La reine a commencé son règne dans cette logique-là. Et d'ailleurs, on se souvient, le premier vrai faux pas d'Élisabeth II, c'était dans les années 60, cette catastrophe d'Aberfan, cette mine qui s'était effondrée sur une école, entraînant avec elle des dizaines d'enfants morts. Elle a mis plusieurs jours à se rendre sur place. Et en 97, avec Diana, bien effectivement, elle n'en a pas tiré vraiment les erreurs. Et on a beaucoup dit qu'elle avait été mal conseillée par son mari à l'époque. Soyons justes, sur 70 années de règne, on vient de citer 2 événements. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a quand même pas beaucoup de faux pas. C'est minime. Il n'y a quand même pas beaucoup de faux pas sur 70 années de règne. Je crois qu'elle, quand même, il faut citer tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a accompli pendant ces 70 années et qui font aujourd'hui que la monarchie britannique n'a jamais été aussi solide et aussi forte, malgré les différents épisodes très récents. Le scandale avec le prince Andrew, embourbé dans l'affaire Epstein,
le Mexit, le départ de Harry et de Meghan aux États-Unis, ça a quand même été une bombe à gérer au sein de la famille royale britannique. Et la reine a toujours incarné le ciment. Alors, à la question, est-ce qu'elle était suffisamment proche du peuple ? Moi, j'ai presque envie de retourner la question. Est-ce que le peuple attendait véritablement que cette reine soit si proche d'eux physiquement ? Après tout, c'était quand même la reine d'Angleterre et je pense que les Anglais apprécient aussi cette distance. C'est une femme d'une autre génération. Elle vient de mourir à 96 ans. Elle portait des gants. Elle avait son style à elle, son flegme britannique et une certaine distance, mais qui ne l'a pas empêché que les Britanniques, finalement, se sentaient proches d'elle sans qu'elle soit à taper la bise au peuple britannique. Je pense que les Anglais n'attendaient pas de leur reine qu'elle soit à ce point-là les mains dans la terre. Elle s'est exprimée... Je vous propose de rejoindre, je vous le disais il y a un instant, notre correspondante à Londres, notre envoyée spéciale Amélie Shield. Bonsoir Amélie, vous êtes dans la gare de Saint-Pancras, cette gare où arrive l'Eurostar en provenance de Bruxelles. Vous venez de poser le pied sur le sol britannique et j'imagine que vous ressentez déjà cette émotion, ce choc qu'ont vécu beaucoup de citoyens ce soir. Malheureusement, la liaison sonore n'a pas été établie. On reviendra chez vous dans un instant. En attendant, quelques images. La reine Elisabeth est décédée 1 an et 5 mois après son époux, le prince Philippe. Son mari a été son plus grand soutien, on l'a évoqué, au cours de sa vie de reine. Pendant leurs 73 ans, le prince Philippe a permis à la souveraine d'embrasser pleinement sa fonction. 2 destins unis au service de la couronne. Retour sur cette longue histoire d'amour avec Amélie Shield et Nicolas Foulon. C'est l'histoire d'un coup de foudre, comme on en voit dans les contes de fées. Elle a 13 ans, lui 18, mais déjà, Elisabeth sait que son cousin éloigné est aussi l'homme de sa vie. Oui, ils ont une certaine différence d'âge, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir une correspondance écrite avec Philippe durant cette année, avant qu'il la demande en mariage alors qu'elle n'a que 20 ans. C'est assez exceptionnel parce qu'on a vraiment une histoire d'amour qui est finalement, je dirais, dans les préceptes un peu victoriens. Le romantisme est total. À la demande de son père, Elisabeth attend même son 21e anniversaire pour les fiançailles officielles. Mais son bonheur est complet. Le 20 novembre 1947, ils se disent oui à l'abbaye de Westminster. C'est la première grande cérémonie festive depuis la fin de la guerre. C'est le temps de l'insouciance et déjà la famille s'agrandit. Charles, puis Anne, 2 ans plus tard. Mais le 6 février 1952, la petite famille voit sa vie bousculée. Elisabeth apprend la mort de son père, le roi George VI. La voici, nouvelle reine d'Angleterre. À partir de ce jour, son devoir passera toujours avant le reste. Il y a eu de la part d'Elisabeth une volonté immédiate de rentrer dans le rang, même si ça a été difficile, même si elle a eu énormément de mal, même si les négociations pour son couronnement ont pris du temps, même s'il a fallu faire évoluer les choses, elle a très rapidement voulu devenir reine. Qu'est-ce qui fait tenir Elisabeth ? La mémoire de son père, qu'elle aimait tant, mais aussi le soutien indéfectible de son époux Philippe en coulisses. Même s'il n'a aucun rôle officiel, sa présence à ses côtés est pour elle essentielle. Il se murmure qu'en privé, il est l'un des plus proches conseillers de son épouse, qu'avant de prendre des décisions extrêmement importantes, elle le consulte très régulièrement. Il lui a permis de traverser cette vie difficile d'isolement et de grande solitude que représente la fonction royale. Un couple qui a su aussi dépasser ses propres crises pour le bien de la couronne et de ses 4 enfants. Et si c'est seule qu'Elisabeth a dû aller au bout de sa mission, Philippe n'était jamais très loin en pensée. Voilà pour cette histoire d'amour entre le prince Philippe et la reine Elisabeth II. Une histoire qui, elle aussi, avait été parfois un peu mouvementée.
Ah oui, ça a été un véritable conte de fées. La reine a eu un coup de foudre quand elle l'a rencontrée. Elle était extrêmement jeune. Elle visitait une base navale et elle avait vraiment eu un coup de cœur pour lui. Ce n'est que plus tard que l'essai a été transformé en fiançailles. C'est un joli conte de fées. C'est une belle histoire d'amour qui a duré 73 ans. On l'a vu lors des funérailles du duc d'Édimbourg, à quel point ce n'était pas une reine qui enterrait le prince consort, mais c'était une femme qui enterrait son époux, son mari. Il y avait sur le cercueil du prince Philippe une gerbe de fleurs qu'elle avait choisie et un mot écrit de sa main où elle avait griffonné Lilibet, qui était le surnom affectueux qu'il lui donnait. Toute cette cérémonie n'avait été que des hommages à leur amour, mais c'est vrai que leur couple avait quand même traversé quelques tempêtes. Je voudrais, ces images, et je vous interromps parce qu'on découvre ensemble cette image, effectivement. Là, on l'a vu tout à l'heure à Windsor. Cette fois-ci, cette annonce officielle du décès d'Elisabeth II vient d'être placardée. On va peut-être le voir en image, si vous le voulez bien maintenant, sur une des grilles de Buckingham Palace. Sur ces immenses grilles de Buckingham Palace. Alors, je ne sais pas si on peut la voir dans un instant. Elle est là, au courant. Voilà. Mais c'est la tradition. Le protocole veut qu'effectivement ce soit annoncé. Alors ça l'a été, on l'a dit tout à l'heure à Windsor, ça l'est aussi maintenant à Buckingham Palace, où vous l'avez vu, de plus en plus de Britanniques se pressent, de Londoniens se pressent évidemment aux abords de ce palais pour rendre hommage à la reine. Et on va, si vous le voulez bien, se rendre, nous aussi, à Londres, immédiatement retrouver Amélie Shields. Je le disais, vous êtes à la gare Saint-Pancras, là où arrive l'Eurostar en provenance de Bruxelles. Amélie, vous venez d'arriver, effectivement, à Londres. Quel est le sentiment, l'ambiance que vous vivez sur place ? Alors c'est très partagé pour l'instant parce qu'on est vraiment dans une fin de journée classique. Ici il est 19h30, donc il y a énormément de Britanniques qui rentrent à la maison, d'autres qui prennent, c'est une grande gare, donc d'autres qui ont leurs valises, qui partent en voyage. Et c'est vrai que la nouvelle est tombée quand nous étions dans le train. Alors certains avec qui j'avais pu discuter s'étaient vraiment préparés à cette annonce, d'autres ne voulaient pas vraiment y croire parce qu'Elisabeth II s'est toujours relevée un peu de tout. Je vous propose d'aller rencontrer justement des Britanniques qui sont là, qui attendent un taxi, qui attendent un proche. Sir, so how did you feel when you got that news? Comment vous êtes senti en apprenant la nouvelle? Incredibly sad, very, very sad. She's been such a big part of our lives for so long. Not just my generation, but my parents' generation and my grandparents' generation. And it's quite shocking that it just happened so quickly. Voilà, monsieur nous dit que c'est arrivé très vite, que la reine a finalement marqué toutes les générations, de génération en génération, et qu'effectivement c'est une nouvelle qui certes pouvait être attendue, mais qui le rend malgré tout triste. Do you feel that in a way she was a kind of grandmother for the British people? Est-ce qu'elle était une grand-mère pour les Britanniques? She was more than a grandmother, she was a mother. She was more than a mother, she was a figurehead. She was the British people. I don't know how to explain it. I don't think we'll ever see anything like her ever again. Sadly, I don't think the British monarchy is what it was or what she held, what she upheld. Elle était plus qu'une grand-mère, elle était plus qu'une mère, elle était une figure et la monarchie britannique ne sera probablement plus jamais la même. Alors on verra effectivement avec ce règne du roi Charles ce qu'il adviendra de cette monarchie. Oui Amélie, vous avez vous aussi suivi le jubilé, les 70 ans de règne de la reine Elisabeth au mois de juin. Vous suivez aussi l'actualité évidemment des têtes couronnées. On imagine, et on l'a dit depuis le début de cette édition spéciale, que le cœur des Britanniques saigne. Ce soir, clairement, ils étaient très attachés à leur monarchie. Et on a peut-être parfois du mal à le comprendre, nous, vu de Belgique, mais il y a un réel attachement et à la monarchie, à la famille royale britannique et surtout à la reine Elisabeth. Mais la reine Elisabeth II dépassait quelque part cette simple entre guillemets figure de reine, c'est que c'était devenu une icône pop même. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas un magasin quand vous vous promenez à Londres qui n'ait pas des souvenirs à l'effigie de la reine. La monarchie britannique joue beaucoup aussi sur cette image et donc elle a touché au-delà de simplement ces questions de royalistes, non royalistes. C'est vraiment ce qui est ressorti au moment du jubilé, c'est que même ceux qui ne sont pas profondément royalistes ont célébré le jubilé parce que la reine, quelque part, avait le mérite d'avoir tenu jusque-là et pour tout ce qu'elle représente en termes de rassemblement, c'est cela aussi que les Britanniques voulaient célébrer au mois de juin et c'est pour ça que le contre-coup est d'autant plus dur 3-4 mois après.
Merci beaucoup, Amélie. La reine Elisabeth II a su regagner le cœur des Britanniques. Si à côté de la popularité, sa popularité était très élevée tout au long de son règne, mais malgré les coups durs, comme notamment le décès de la princesse Diana, on l'a évoqué, la reine était le membre de la famille royale le plus apprécié. Regardez ce reportage tourné il y a quelques semaines à peine en Grande-Bretagne par Amélie Schilt et Véronique Forêt. Tout près du palais de Kensington, un café entièrement dédié à la princesse Diana. Mais depuis quelques semaines, la reine Elisabeth occupe une bonne partie de la devanture. En 1989, ce londonien d'origine irakienne décide de dédier un café à la princesse des cœurs. 33 ans plus tard, Abdul libère volontiers de la place sur les murs pour célébrer la souveraine qu'il admire tout autant. Elle a toujours été populaire, mais aujourd'hui encore plus. Les gens voient comme elle a travaillé dur et combien elle a donné. Certains croient que c'est facile d'être reine, mais non, c'est un gros boulot. Moi, j'ai juste un magasin et je suis débordé, alors qu'elle, elle gère tout un pays et le Commonwealth. Ça doit être une femme forte. Selon un récent sondage, la reine reste la plus populaire de la famille royale. 69% des sondés disent l'apprécier. Le prince William suit de près, avec 64% d'opinion favorable. Le prince Charles, lui, n'en récolte que 43%. Mais pourquoi les Britanniques aiment-ils tellement leur reine? Pendant les 70 dernières années, elle est restée constante. Elle a travaillé 24 heures par jour, a représenté notre pays. Elle a été tout ce qu'on attend d'elle. Elle est super, elle est belle. J'adorerais qu'elle soit ma grand-mère. Beaucoup de travail se fait en coulisses. Je pense que les gens qui ne sont pas spécialement royalistes sont conscients de ce qu'elle représente pour le peuple et de ce qu'elle apporte par sa solidité et parce qu'elle s'en tient à ce qu'elle dit. Elle a tellement donné à ce pays, c'est important de marquer l'événement. La reine Elisabeth est particulièrement populaire auprès des Britanniques de plus de 60 ans, avec un profil plutôt conservateur. Mais que pensent les plus jeunes qui vivent dans les quartiers moins favorisés? C'est ce que nous avons essayé de savoir. Wembley, dans la banlieue nord-ouest de Londres. Dans cette ville cosmopolite, les avis sur la reine Elisabeth sont plus mitigés. Personnellement, je trouve ça complètement inutile et surfait. Je pense que c'est une tradition dépassée. Elle est l'une des reines les plus âgées qu'on ait jamais eues. Elle est unique et spéciale. Alors elle est très populaire ici. Elle pense aux gens. Nous sommes heureux qu'elle soit toujours vivante. On espère qu'elle dépasse les 100 ans. Allez-vous fêter le jubilé? Oui, c'est excitant. Ça donne un sentiment d'appartenance, de connexion, un sens de la communauté. Et on a encore une preuve de cet attachement des Britanniques à leur reine avec ces images ce soir de cette foule qui se masse aux abords soit de Buckingham Palace, soit de sa résidence de Balmoral, ou peut-être ici à Windsor. Je ne sais pas très bien d'où proviennent ces images, mais on commence à en recevoir de plus en plus avec ces dépôts de fleurs, évidemment. Et ce peuple britannique, c'est à Windsor, ça, qui forcément a entendu cette nouvelle. C'était il y a un peu plus d'une heure. La nouvelle a été communiquée officiellement, même si on l'a appris effectivement. Sophie, il faut le rappeler, le décès est survenu plus tôt dans l'après-midi. Oui. Mais il y a eu une attente qui est logique, qui est protocolaire. Il y a toujours un délai entre... Évidemment, avant l'annonce officielle. Certaines sources commençaient à évoquer le fait que la reine, dans toute fin d'après-midi, là, entre 18h et 19h, certaines sources commençaient à évoquer le fait que la reine était déjà décédée. Et ce qui a aussi mis la puce à l'oreille de manière assez évidente, c'est que tous les journalistes de la BBC s'étaient changés et avaient revêtu un costume noir, le costume de deuil, qui est aussi établi dans le protocole du décès. La chaîne publique et les présentateurs doivent revêtir la cravate et le costume de deuil. Et c'était le cas dès 19h, tous les présentateurs de la BBC étaient effectivement très inquiétants déjà en début de soirée. Thomas, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est une reine qui aura marqué l'histoire très clairement. On peut dire que c'est aussi la reine de tous les records.
Qui va un jour battre ce record? Là, Luc, je pense qu'on a vraiment tourné plus qu'un chapitre. 42 fois le tour de la Terre, la reine Elisabeth. 42 fois. 70 ans de reine, bien sûr. Elle a visité, en tant que reine, plus de 100 pays, 150 visites dans les pays du Commonwealth, 21 000 engagements officiels, 4 000 projets de loi, 112 visites d'État, 180 garden parties, et puis 15 premiers ministres. Imaginez, depuis Winston Churchill en 1952, c'est évidemment la reine, bien sûr, de tous les records. Elle aura vraiment, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, mais elle a vraiment fait le job. Depuis toujours, Elisabeth II vouait une passion aux chevaux aussi. Elle a reçu son premier cours d'équitation à l'âge de 3 ans. Depuis, elle s'intéressait de très près au monde équestre. La reine était propriétaire de nombreux chevaux et de courses. Et elle assistait chaque année à de nombreuses courses hippiques. On va voir ça avec Amélie Schiltz et Nicolas Foulon. Elisabeth II à cheval en uniforme il y a 70 ans. Elle n'est reine que depuis quelques mois. C'est sa première revue des troupes. Elisabeth II à cheval en 2020, sur son vieux poney à Balmoral en Écosse, coiffée de son foulard qui ne la quitte pas quand elle monte à la campagne. Le cheval, c'est sa passion. Peu avant le jubilé, elle fait sa réapparition après 3 mois d'absence, lors d'une compétition équestre dans laquelle l'un de ses chevaux concourt. Jusqu'au bout, elle suit de près ses écuries. Well, it must be 3 or 4 years when she came down into Windsor. Exactly. Yard. But never behaved as though she'd always been there. I know. Extraordinary girl, aren't she? Yes. La reine possédait plus de 100 chevaux de course qui lui ont fait gagner plus de 9 millions d'euros en 30 ans. Depuis toujours, la reine aime assister aux courses, une activité qu'elle va pratiquer tout au long de son règne. Souvent, elle n'arrive pas à garder son calme, surtout si l'un de ses chevaux gagne. L'adrénaline des courses lui rappelle des émotions passées. Presque tout le monde sait que la reine aime beaucoup la course, mais je pense que les gens ne savent peut-être pas qu'elle a couru elle-même, que c'était une tradition de la famille royale dans les premières années du règne de la reine. Voici le premier poney qu'elle reçoit à 4 ans. Dans la famille, on apprend presque à monter avant de marcher. Ici en selle avec son fils Charles, avec sa fille Anne. Entre les vastes étendues de Balmoral et le cadre strict de ses fonctions officielles à Londres, à cheval, elle était d'abord Elisabeth, avant d'être la reine. Voilà pour l'amour d'Elisabeth pour les chevaux, mais pas seulement, il y avait aussi les chiens et la campagne en général, Alix. On dit que c'était pas une très grande intellectuelle, elle lisait peu, elle n'aimait pas spécialement la musique ou la grande littérature, la poésie. En revanche, la reine Elisabeth était une femme de campagne, les chevaux, elle a toujours aimé mettre ses bottes et on a cette image d'elle en kilt. La dernière photo qu'on a de la reine Elisabeth date d'il y a 48 heures, elle est en kilt. C'est vraiment une femme qui avait un amour pour les chevaux, pour les chiens. Et on découvre cette photo parce qu'elle est importante. C'est historique, cette photo. C'est historique puisque c'est la dernière photo de la reine d'Angleterre en vie. C'était il y a, rappelons-le, 2 jours lorsqu'elle a rencontré la nouvelle première ministre Liz Truss. C'était à Balmoral. Et quand on la voit sur cette photo, alors si on analyse en détail, on voit que ses mains sont assez abîmées, ses extrémités sont plus blanches, sont assez froides, elle a des taches sur les mains. Mais elle est debout. Elle a un grand sourire, elle est assez soignée. Je veux dire, elle n'est pas au fond de son lit. On ne dirait pas qu'elle est à l'article de la mort. Mais voilà, 48 heures... Les choses peuvent évoluer très vite à cet âge-là. Effectivement, elle a 96 ans. Mais c'est cette dernière image qu'on aura de la reine Elisabeth en kilt, avec son sac. Son éternel sac à main, qui est le même modèle qu'elle porte depuis le début de son règne. Elle a changé, elle en a plus de 200, mais ils sont tous de la même marque et de la même couleur. Et donc, c'est le modèle de la reine, avec ce sacré à l'intérieur. Et moi, je retiendrai ce sourire aussi, quand même, très impressionnant de la reine. Elle a son sourire, elle accueille chaleureusement sa nouvelle première ministre. Elle est assez soignée, elle est fidèle à elle-même et aux dernières images qu'on a eues d'elle. Voilà, c'est le dernier portrait de cette reine à 96 ans qui nous a quittés. Et effectivement, son sac, ça me fait penser à cette parodie, à cette petite scène humoristique qu'il y a eu pour ces 70 ans de reine. Vous vous souvenez quand l'ours Paddington et la reine s'est prêtée au jeu. Bon, c'était il y a 3 mois, elle s'est prêtée
été au tournage en disant « So do I » et elle a sorti une tartine de marmelade en disant « Moi aussi, dans mon sac, je cache quelque chose au cas où » en sortant cette tartine de marmelade. C'est quand même une reine incroyable. Et elle nous l'a prouvé ce jour-là, effectivement. Thomas, je pense qu'on a eu des condoléances officielles de la part de la Belgique, du Palais Royal. Ouais, du Palais Royal, ça vient de tomber à l'instant. Le Royaume-Uni perd une monarque d'exception qui a profondément marqué l'histoire. Réaction du roi Philippe et de la reine Mathilde. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, salue également un phare de stabilité et de dignité. La Belgique présente ses condoléances à la famille royale. Que son Altesse royale repose en paix pendant plus de 70 ans. Elle a été ce phare. La ministre des Affaires étrangères aussi, qui est attristée d'apprendre le décès. Les Belges l'admiraient pour son immense sens du devoir et son dévouement à son pays. On va avoir évidemment, pendant les heures à venir, les jours à venir, toute une série d'hommages. Que dire d'elle? Elle était tellement iconique. Tous les mots, il n'y a pas de mots plus emphatiques qu'on peut trouver pour elle. On va sortir tout le dictionnaire. Et ce week-end, la famille royale au grand complet et d'autres monarchies européennes vont se retrouver parce que dans 2 jours, ce samedi, il y a le mariage de la princesse Maria-Laura, la fille de Laurence et de la princesse Astrid. Et évidemment, le roi, la reine seront présents et plein de monarchies étrangères puisque le prince Laurence est apparenté aux Habsbourg, à d'autres familles princières européennes qui apparemment sont déjà arrivés en Belgique ça a commencé aujourd'hui, pour des premières festivités. Donc là, il y a certainement aussi un vivier de princes et de princesses qui sont présents ce week-end en Belgique. Et ce mariage sera un peu particulier, évidemment, dans un contexte comme celui-là, on l'imagine. Ouais. En même temps, ils ne sont pas les plus proches. Ce n'est pas la famille directe, ce n'est pas des cousins directs et très intimes du cercle britannique. La famille britannique se suffit presque à elle-même. Elle est tellement presque au-dessus des autres monarchies qu'elle se suffit elle-même. Mais indubitablement, ce mariage qui va réunir des têtes couronnées ce week-end, elle sera teintée d'un décès au sommet. Voilà, donc je vous rappelle que l'annonce du décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre est tombée tout à l'heure, officiellement, vers 19h30. Je vous propose, si vous le voulez bien, de revenir maintenant en images sur ces dernières heures où l'histoire a littéralement basculé. C'est un sujet d'Arnaud Gabriel et Thomas Quinet. Il est 19h30 heure belge. Le drapeau britannique au sommet de Buckingham Palace descend lentement le long de son mât. Une mise en berne. Les centaines de citoyens devant le palais l'apprennent. La reine Elisabeth II est décédée. Quelques minutes plus tard, 19h39, plus de doute possible, l'annonce est officielle. Dans un cadre noir, une feuille blanche et ces 3 lignes. La reine est décédée cet après-midi en paix à Balmoral. Le roi et la reine resteront à Balmoral ce soir et retourneront demain à Londres. Au 10 Downing Street, le lieu de résidence officielle de la première ministre, les drapeaux aussi sont en berne. À 20h08, Liz Truss, en robe noire, prend la parole. Nous sommes tous dévastés par la nouvelle qui nous vient de Balmoral. La mort de Sa Majesté la Reine est un énorme choc pour la nation et pour le monde. La reine Elisabeth II était un roc sur lequel le Royaume-Uni moderne a été bâti. Notre pays a grandi et fleuri sous son règne. Le Royaume-Uni est la grande nation qu'elle est aujourd'hui grâce à elle. Les hommages se multiplient à travers le monde. Quelques minutes avant l'annonce du décès de la reine, un double arc-en-ciel apparaît dans le ciel de Londres, près de Buckingham Palace. Certains y verront déjà un signe, un au revoir de leur reine durant plus de 70 ans. Image effectivement très symbolique. Merci à mes invités d'avoir été avec nous ce soir. Sophie Lagesse, Alix Battard, Thomas de Bergeyck, merci d'avoir commenté cette triste nouvelle. Je vous rappelle donc le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre, annoncé à 19h30 avec ce drapeau en berne qui nous a alertés. Nous étions en direct dans ce journal. Demain, Bel RTL consacre